Bonjour. Avec cette 36e vidéo, on va continuer sur la partie électronique analogique avec les oscillateurs quasi-sinusoïdaux. On va en voir deux, celui à résistance négative et celui à pont de Vienne. Pour chacun de ces deux oscillateurs, on va voir le côté théorique et le côté expérimental. Enfin, je vais diviser cette vidéo en deux parties afin d'éviter qu'elle ne soit trop longue. Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va continuer sur l'électronique analogique avec le chapitre sur les oscillateurs électroniques. On va commencer par la première partie, oscillateurs quasi-sinusoïdaux. On va commencer par le grand 1 avec des rappels sur les oscillateurs amortis. Cette partie, vous l'avez déjà vue en première année. On va le revoir un peu rapidement parce que ça va nous aider pour comprendre les oscillateurs quasi-sinusoïdaux. Pour cela, on va considérer ce circuit très simple, constitué par un condensateur, une inductance et une résistance. La résistance R modélise la résistance de tous les circuits, y compris les fils. On a aussi un interrupteur K qui est ouvert pour l'instant, et le condensateur est chargé avec la charge Q0. On suppose que l'interrupteur K est fermé à l'instant t est égal à 0. On peut remarquer que, avant de fermer l'interrupteur K, le condensateur, puisqu'il est chargé, donc il contient une certaine énergie, et une fois qu'on a fermé l'interrupteur K, le condensateur va se décharger à travers le reste du circuit. Donc il y a un courant qui va passer à travers le circuit, ce qui fait que de l'énergie va se dissiper par effet Joule dans la résistance. Par contre, un peu de cette énergie va être stockée dans l'inductance, puisqu'elle va être parcourue par un courant électrique. Donc en fonction de la résistance R, si elle est très grande par rapport à une valeur qu'on va déterminer, l'effet Joule va être très important. Et donc l'énergie va être perdue d'un seul coup dans la résistance. Par contre, si la résistance du circuit est faible par rapport à la résistance critique qu'on va déterminer, il va y avoir des oscillations parce qu'au moment du passage du courant à travers l'inductance, l'énergie va être stockée. Cette énergie stockée dans l'inductance va être restituée et donc il va y avoir un retour, ce qui fait qu'il va y avoir des oscillations. Et donc à chaque oscillation, un peu d'énergie va être dissipée. Et donc, avec le temps, toute l'énergie va être dissipée, mais après plusieurs oscillations. Donc, selon que la résistance soit grande ou faible, il va y avoir des oscillations ou il n'y aura plus d'oscillations. Mais dans tous les cas, il va y avoir amortissement à cause de la résistance. Donc, c'est la résistance qui est responsable de cet amortissement. Dans le petit 1, on va chercher l'équation différentielle qui régit ce circuit-là. Pour cela, on va appeler UC la tension en borne du condensateur, UR la tension en borne de la résistance et UL la tension en borne de l'inductance L. I, c'est le courant qui circule dans le circuit. D'après le sens des flèches qu'on a considéré ici, on a la relation UC est égal à UL plus UR. Et toujours d'après ce schéma, pour la résistance, on a la convention récepteur. On a donc UR est égal à RI. Pour l'inductance, on a aussi la convention récepteur. Donc, on a la relation UL est égal à L d de I sur dt. Mais pour le condensateur, c'est la convention générateur. Donc, on a la relation I est égal à moins C d de UC sur dt. On remarque que là, on a UC. Par contre, ici, c'est d de UC sur dt. Donc, on va dériver cette relation. On aura donc d de UC sur dt est égal à d de UL sur dt plus d de UR sur dt. Or, d de UC sur dt, c'est moins I sur C. On aura donc la relation moins I sur C est égale à la dérivée de UL par rapport au temps, c'est-à-dire L d carré I sur dt carré. Et pour la dérivée de UR par rapport au temps, c'est R fois d de I sur dt. En mettant tous les termes d'un seul côté, et en divisant le tout par L, on obtient finalement l'équation différentielle suivante, vérifiée par le courant I, la dérivée seconde de I par rapport au temps, plus R sur L fois la dérivée première, plus I sur LC est égal à 0. Une remarque, si on imagine que R est égal à 0, ce qui est vraiment impossible, puisque le circuit est fabriqué par des fils, et les fils ont toujours une résistance. Dans ce cas, ce terme va disparaître et l'équation différentielle va être de cette forme-là.
Et donc, on aura une solution qui est de la forme I de t est égal à A cosinus oméga 0 t plus phi, avec A et phi sont des constantes qui sont déterminées par les conditions initiales. On aura donc un régime sinusoïdal avec une amplitude qui est constante. Donc, ce qui est responsable de l'amortissement, c'est ce terme-là qui contient la résistance. Et donc, c'est cette résistance R qui provoque l'amortissement. On va voir maintenant dans le petit 2 les différents régimes de l'oscillateur amorti. On a une équation différentielle de la forme x de point, c'est-à-dire la dérivée seconde par rapport au temps, plus une constante fois x point, la dérivée première, plus une constante fois x est égal à 0. Ici, x de t, c'est le courant I de t. On peut remarquer que si on multiplie le tout par R, puisque R est une constante, on peut l'introduire à l'intérieur de la dérivée. Et comme UR est égal à RI, donc UR vérifie aussi la même équation avec les mêmes constantes. On peut montrer aussi que puisque UL est égal à L d de I sur dt, en multipliant le tout par L et en dérivant par rapport au temps, on a aussi la même équation vérifiée par UL. Ou bien aussi le UC, puisque c'est moins 1 sur C l'intégrale de I dt. On peut montrer aussi que le UC vérifie aussi la même équation avec les mêmes constantes. Ou finalement avec la grandeur Q, c'est-à-dire la charge du condensateur qui est égale à C fois UC et qui est égale donc à moins l'intégrale de I dt, elle vérifie elle aussi cette même équation avec les mêmes constantes. Donc en général, on a cette équation différentielle avec une grandeur x qui peut être soit I, soit UR, soit UL, soit UC, soit Q. Dans cette équation, on a deux constantes, le oméga 0 et le lambda, qu'on va chercher en écrivant que cette constante oméga 0 au carré, elle occupe la place de 1 sur LC. On a donc oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC. Le 2 lambda oméga 0 occupe la place de R sur L. On a donc 2 lambda oméga 0 est égal à R sur L. D'où lambda est égal à R sur L multiplié par 1 sur 2 oméga 0. Donc, lambda est égal à R sur L fois racine de LC sur 2. Le L, on va l'introduire dans la racine, on obtient donc LC sur L carré, on simplifie le L, et on obtient donc lambda est égal à R sur 2, racine de C sur L. Ce coefficient lambda, puisqu'il est directement proportionnel à la résistance R, qui est responsable de l'amortissement, on l'appelle donc coefficient d'amortissement. Pour résoudre cette équation différentielle, puisque c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant, on écrit l'équation caractéristique qui est de la forme R carré plus 2 lambda oméga 0 R plus oméga 0 au carré est égal à 0. Ici, puisqu'on a un coefficient 2, on utilise le discriminant réduit delta prime qui est égal à B prime au carré moins AC. On a donc lambda oméga 0 au carré moins oméga 0 au carré. On peut mettre le oméga 0 au carré en facteur et on obtient donc delta prime, c'est oméga 0 au carré facteur de lambda au carré moins 1. Donc selon le signe de delta prime, on a les différents régimes. Je vous fais remarquer que le lambda ici est positif, il ne peut pas être négatif. On va donc commencer par le premier régime, c'est le régime critique, dans le cas où delta prime est égal à 0, c'est-à-dire lorsque lambda est égal à 1. Dans ce cas, d'après l'expression de lambda, le R est égal à 2 multiplié par l'inverse de cette racine, c'est-à-dire 2 racine de L sur C, qu'on note RC, c'est-à-dire la résistance, correspond au régime critique. Dans le cas où delta prime est égal à 0, R est égal à moins B prime sur A. B prime, c'est lambda oméga 0. Et le A est égal à 1. Et puisque lambda est égal à 1, donc c'est moins oméga 0. Dans ce cas, la grandeur x qui vérifie cette équation différentielle va être de la forme AT plus B, facteur de exponentielle RT, et R c'est moins oméga 0. Donc exponentielle moins oméga 0 fois T. Cette expression tend vers 0 lorsque T tend vers l'infini. Et donc, on obtient cette courbe-là. Et on a considéré ces conditions initiales pour cette courbe. À T est égal à 0, x est égal à x0, et x point, la dérivée première, est égale à 0. Pour ce régime critique, on montre qu'il constitue le retour le plus rapide à l'équilibre. L'équilibre ici, c'est cet équilibre-là. C'est l'état du circuit lorsque T tend vers l'infini, qui est égal à 0. Le deuxième régime, c'est le régime apériodique.
c'est lorsque l'onda est supérieur à 1. Donc la résistance est supérieure à la résistance critique. Pour ce régime, l'amortissement est fort, puisqu'on a une grande résistance. Dans ce cas, le delta prime est positif, et donc les solutions de l'équation caractéristique R1 et R2 sont réelles. Le x de t est de la forme a exponentielle R1t plus b exponentielle R2t. On montre que, là aussi, ça tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Finalement, le dernier régime, c'est lorsque l'onda est inférieur à 1, c'est le régime pseudo-périodique. Dans ce cas, la résistance R du circuit est inférieure à la résistance critique RC et l'amortissement est faible. Dans ce cas, le delta prime est inférieur à 0. Et donc, on a deux solutions pour l'équation caractéristique qui sont des complexes. Dans ce cas, la grandeur x de t est de la forme a exponentielle moins t sur tau, cosinus oméga t plus phi. Donc, puisqu'on a un cosinus, il y a des oscillations. Et donc, on a une courbe qui est de cette forme-là, un retour avec des oscillations vers l'état d'équilibre x égale à 0 lorsque t tend vers l'infini. Cette période qu'on a notée ici, t, c'est ce qu'on appelle la pseudo-période. C'est la durée entre deux maximums ou bien entre deux minimums. Et la courbe en pointillé, on l'appelle l'enveloppe qui est égale à a exponentielle moins t sur tau. C'est cette expression-là. Parce que, quel que soit t, le cosinus varie entre moins 1 et 1. Donc, lorsqu'il est égal à 1, on est sur l'enveloppe, là par exemple. Et lorsque le cosinus est égal à moins 1, on est là, minimum. En quelque sorte, le cosinus est modulé par cette exponentielle-là. On passe maintenant à grand 2. Et on va voir le premier type d'oscillateur qu'on appelle oscillateur à résistance négative. Bien sûr, il n'existe pas de composant électronique qui est une résistance négative. Mais on va voir dans le petit 1 comment simuler une résistance négative. C'est-à-dire comment, à partir d'un certain montage, on peut fabriquer un circuit qui joue le rôle d'une résistance négative. Voici le circuit autour d'un amplificateur opérationnel. Il est constitué de trois résistances, R0, R1 et R2. Et on va montrer que ce circuit-là peut jouer le rôle d'une résistance négative. C'est-à-dire qu'il est équivalent à un composant imaginaire qu'on appelle résistance négative, qu'on va noter moins Rn, le petit n pour dire négative. Pour cela, on va montrer que la tension VE aux bornes de cette résistance négative est égale à une constante K multipliée par I, avec K une constante négative, malgré que sur le schéma, la flèche représentant la tension VE et la flèche qui indique l'orientation du courant sont dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'on est sur une convention récepteur. Normalement, si c'était une résistance normale, on aurait le cas positif. Mais on va montrer que le cas est négatif, c'est-à-dire que la résistance est une résistance négative qu'on va noter moins Rn. Avec Rn, une constante positive qu'on va chercher en fonction des résistances R0, R1 et R2. Pour montrer ceci, on va utiliser les orientations des courants I0 dans la résistance R0, I2 dans la résistance R2 et I1 dans la résistance R1. I- et I+, sont les courants d'entrée dans l'amplificateur opérationnel. On va considérer que l'ampli op est parfait. Ça veut dire que les courants I+ et I- sont nuls. En appliquant ici la loi des nœuds, on a alors I est égal à I1. Tout le courant entrant passe dans la résistance R1. Et de même, puisque le courant I+ est nul, tout le courant I0 passe dans la résistance R2. Et donc I2 est égal à I0. D'après le schéma, on a une réaction négative et une réaction positive. Donc l'ampli op peut fonctionner en régime saturé ou en régime linéaire sous certaines conditions. Donc lorsqu'il fonctionne en régime linéaire, ça veut dire que la tension entre l'entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse qu'on note généralement epsilon est nulle. C'est-à-dire que le potentiel V+, le potentiel de l'entrée non inverseuse, est égal au potentiel V- de l'entrée inverseuse. Et par conséquent, on aurait la différence de potentiel au bord de la résistance R1 qui est égale à V- moins Vs, avec Vs le potentiel de la sortie, est le même que la différence de potentiel au bord de la résistance R2 qui est égale à V+ moins V-. On aura donc
R1 I1 est égal à R2 I2. Et donc en remplaçant I1 par I et I2 par I0, on obtient alors R1 I est égal à R2 I0. On exprime alors le I0 qui est égal à R1 sur R2 fois le courant I. Alors maintenant on exprime la tension VE qui est égale à V- ici. Et puisqu'on est en régime linéaire, V- est égal à V+, donc c'est aussi la tension en borne de la résistance R0. Et puisque là on est en convention générateur, le VE est égal à moins R0 fois I0. Et en remplaçant finalement I0 par cette expression-là, on obtient alors VE est égal à moins R0 fois R1 sur R2 fois I. Donc on est arrivé à la relation souhaitée, qui est égale à moins Rn fois I, d'où l'expression de Rn qui est égale à R0 fois R1 sur R2. Voilà donc l'expression de Rn en fonction des résistances R0, R1 et R2. Voilà, donc à partir de cette relation VE est égal à moins Rn fois I, ce montage peut jouer le rôle d'une résistance négative lorsque l'ampli-off fonctionne en régime linéaire. Une remarque, on va voir dans quelles conditions l'ampli-off fonctionne en régime linéaire. On sait qu'on est en régime linéaire si la tension Vs en valeur absolue est inférieure à Vsat, la tension de saturation de l'amplificateur opérationnel. Puisque les deux résistances R0 et R2 sont parcourues par le même courant, puisque I0 est égal à I2, en utilisant le diviseur de tension, VE est une partie de la tension Vs qui est entre ce point et la masse. On a donc VE est égal à R0 sur la somme des résistances R0 plus R2 multiplié par Vs. Donc en multipliant cette relation par R0 sur R0 plus R2, on obtient donc la condition de fonctionnement en régime linéaire. La valeur absolue de VE doit être inférieure à R0 fois Vsat sur R0 plus R2, qu'on va noter grand V0, qu'on va utiliser par la suite. On passe maintenant à petit 2, oscillateur sinusoïdal à résistance négative. On vient de voir dans le grand 1 que le circuit RLC peut jouer un oscillateur, mais il est amorti à cause de la résistance grand R, qu'on ne peut pas éviter. On peut donc penser que si on place une résistance négative dans le circuit qui compense cette résistance grand R, la résistance de tout le circuit va être nulle, et dans ce cas, le circuit va devenir un oscillateur sinusoïdal. C'est ce qu'on va essayer de faire en plaçant ici le montage qu'on vient de voir, qui joue le rôle d'une résistance négative. On va montrer par calcul et après expérimentalement que lorsque la résistance négative constituée par ce montage-là est égale en valeur absolue à la résistance grand R du circuit global, le circuit va devenir un oscillateur sinusoïdal. Pour cela, on va utiliser les tensions qu'on va noter UR, UC et UL, et d'après ce montage, on a la tension VE d'entrée du montage résistance négative est égale aussi de ce côté, la somme des résistances UR plus UC plus UL. Avec UR, c'est moins RI, puisqu'on a ici convention générateur, les deux flèches ont le même sens. I est égal moins CD de UC sur DT au bord du condensateur, puisque là aussi on a convention générateur. Et finalement, UL est égal aussi moins LD de I sur DT. Et d'autre part, en imaginant que ce montage joue le rôle d'une résistance négative moins Rn, on a VE est égal à moins Rn fois I. Le but c'est de trouver l'équation différentielle vérifiée par VE. Donc on va essayer d'utiliser ces relations-là pour éliminer le I, et à la place on va mettre VE. Donc d'après cette relation, le moins I est égal à VE sur Rn. Donc le UR va être égal à R sur Rn fois VE. Le UL est égal, en remplaçant le moins I toujours par VE sur Rn, on aura L sur Rn, la dérivée de VE sur dt. Et pour cette relation-là, on va remplacer le moins I par VE sur Rn, et le Rn on le met de l'autre côté, on obtient alors VE est égal à Rn fois C, d de UC sur dt. Voilà, on a donc tout exprimé en fonction de VE, mais il reste un petit problème, c'est que pour cette relation, on a la dérivée de UC et non pas UC.
Ce qui fait qu'on va dériver toute cette relation-là. On va avoir d de VE sur dt est égal à d de UR sur dt plus d de UC sur dt plus d de UL sur dt. Pour le d de UR sur dt, c'est R sur Rn fois d de VE sur dt. Pour le d de UC sur dt, c'est VE sur Rn fois C. Et enfin, pour d de UL sur dt, on va avoir L sur Rn fois la dérivée seconde de VE. Donc on est presque arrivé à l'équation différentielle. Il suffit d'isoler tous les termes d'un seul côté et multiplier le tout par l'inverse, Rn sur L. D'où l'équation différentielle, la dérivée seconde de VE par rapport au temps, plus R moins Rn sur L fois la dérivée première de VE par rapport au temps. Et finalement, plus le dernier terme, 1 sur Lc fois VE. Le tout est égal à 0. Donc l'équation différentielle obtenue est donc de la forme VE de point plus 2 lambda oméga 0 fois VE point plus oméga 0 au carré VE est égal à 0. Avec, puisque le coefficient 1 sur Lc est égal à oméga 0 au carré, on tire oméga 0 est égal à 1 sur racine de Lc. Ce coefficient R moins Rn sur L va être égal à 2 lambda oméga 0. En remplaçant le oméga 0 par cette expression, on aura donc 2 lambda sur racine de Lc est égal à R moins Rn sur L. Voici donc l'expression du coefficient d'amortissement lambda pour le circuit à résistance négative. Pour le circuit normal, on avait montré qu'il est toujours positif, mais la particularité ici, c'est qu'il peut être négatif. Donc pour la résistance R légèrement inférieure à la résistance Rn, le lambda va être légèrement inférieur à 0. Donc il va être négatif tout en restant proche de 0. Dans ce cas, l'oscillateur est alors amplifié. Au lieu d'être amorti, il va être amplifié. Dans ce cas, le discriminant lambda' de l'équation caractéristique qu'on avait vu dans le grand A, qui est toujours égal à oméga 0 au carré facteur de lambda carré moins 1, et puisque lambda est légèrement inférieur à 0, il va être négatif. Il ne peut être positif que lorsque lambda est inférieur à moins 1. On aura donc deux solutions complexes qui sont les suivantes. R1 est égal, puisque le coefficient de l'équation caractéristique est égal à 1, donc moins B', c'est-à-dire moins lambda oméga 0, plus I racine de moins delta', puisque delta' est négatif. Donc c'est I oméga 0 racine de 1 moins lambda carré. Et R2, qui est la même solution avec un signe moins à la place. Donc R2 est égal à moins lambda oméga 0, moins I oméga 0 racine de 1 moins lambda carré. Dans le cas général, la solution s'écrit VE de t est égal à A1 exponentielle la première racine fois t plus A2 exponentielle la deuxième racine fois t. Pour ces deux exponentielles, on a un terme qui est commun, c'est moins lambda oméga 0 t. Donc on peut le mettre en facteur et on obtient alors VE de t est égal à exponentielle moins lambda oméga 0 t facteur de A1 exponentielle I oméga t plus A2 exponentielle moins I oméga t. Avec oméga, c'est ce terme-là, la partie imaginaire oméga 0, racine de 1 moins lambda carré. Et puisque lambda est très proche de 0, lambda carré est négligeable devant 1, et donc oméga est à peu près égal à oméga 0. J'ai oublié de vous dire qu'on a pris lambda très proche de 0 pour que, d'après cette expression, lorsque lambda est égal à 0, Rn est égal à R, c'est-à-dire prendre une résistance négative qui compense juste la résistance R du circuit pour avoir un oscillateur sinusoïdal. Sinon, il ne va pas être sinusoïdal. Ensuite, puisque le VE de t est un signal réel, donc ces constantes A1 et A2 vont nécessairement s'arranger pour avoir quelque chose de réel dans cette parenthèse-là. Et puisqu'on a exponentielle I oméga t et exponentielle moins I oméga t, donc cette parenthèse va devenir sous forme de sinus ou cosinus, c'est-à-dire de la forme A cosinus oméga t plus phi. On obtient donc un signal VE de t de la forme A exponentielle moins I oméga 0 t cosinus oméga 0 t plus phi. Ce signal est donc sinusoïdal, mais dont l'amplitude croît exponentiellement, puisque le lambda est négatif. D'où l'on obtient un signal de cette forme-là. Donc les maximums ici sont obtenus lorsque le cosinus est égal à 1, et les minimums qu'on a ici, c'est lorsque le cosinus est égal à moins 1.
Donc on a une sinusoïde, mais qui est modulée en amplitude par la fonction a exponentielle moins lambda oméga 0 t. Cette courbe est obtenue grâce à un logiciel de simulation électronique. Remarquez que cette croissance d'amplitude se fait très rapidement. Donc là, on a en millisecondes, quelques 50 millisecondes. Le signal au départ il est nul, mais on dit que, puisqu'on a des perturbations thermiques à l'intérieur des composants électroniques, un signal qui oscille avec la pulsation oméga 0 se trouve amplifié exponentiellement. Cette croissance exponentielle en amplitude ne va pas continuer indéfiniment, parce que pour obtenir ce signal, on a supposé que l'enveloppe fonctionne en régime linéaire. Mais on avait vu que le régime linéaire cesse lorsque le signal d'entrée VE, en valeur absolue, est égal à V0. Donc l'amplification continue jusqu'à ce que VE devient égal en valeur absolue à V0, qui est égal, je vous rappelle, c'est R0 fois V7 sur R0 plus R2. Lorsque VE arrive à V0, l'enveloppe va cesser de fonctionner en régime linéaire. Et donc l'amplitude va se stabiliser et le signal VE de t devient alors sinusoïdal. On obtient alors VE de t est égal à V0 cosinus oméga 0 t plus phi. Et donc en régime permanent, on va obtenir un régime sinusoïdal. On a donc fabriqué un oscillateur sinusoïdal. C'est ce qu'on va voir avec la partie expérimentale que je vous propose de suivre. Pour la partie expérimentale, on va utiliser cette plaquette lab pour câbler notre montage. Pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, je vais commencer par la présenter. Donc sur cette plaquette, on remarque qu'il y a plein de trous dans lesquels on va insérer les pattes des composants électroniques. Pour savoir comment placer une résistance par exemple, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. On remarque qu'il y a des conducteurs de cuivre qui sont placés de façon parallèle comme ceci, entre lesquels il n'y a pas de contact électrique puisqu'il y a un isolant entre ces conducteurs-là. Je vais retirer l'un de ces conducteurs pour vous le montrer. Voici l'un des conducteurs. On remarque donc que ces trous qui sont placés comme ceci sont en contact électrique parce qu'il s'agit du même conducteur que je vais remettre à sa place. Donc une résistance, on doit la placer comme ça pour qu'il n'y ait pas de contact électrique entre les pattes. Ou bien on peut les placer comme ceci par exemple. Une patte d'un côté et l'autre patte de l'autre côté. On remarque aussi qu'il y a des lignes horizontales comme ceci. Chaque ligne est constituée d'un conducteur assez lent, mais il n'y a pas de contact entre cette ligne et l'autre ligne à côté. Il y a aussi une autre ligne horizontale de l'autre côté, ça correspond à celle-ci. Généralement, on utilise cette ligne-là pour la masse et ces deux lignes pour l'alimentation plus 15 et moins 15 volts par exemple. On utilise aussi ces fils-là pour connecter les pattes au circuit extérieur, par exemple à l'alimentation. Chaque fil est relié à une fiche qui est juste à côté. On peut le voir derrière. Voilà le fil qui sort par là et qui est relié à la fiche femelle à côté. Voilà donc pour la présentation de cette plaquette. On va maintenant câbler notre montage oscillateur à résistance négative. Voici le schéma du montage qu'on va faire. On va commencer par mesurer les valeurs de ces composants au multimètre. Pour faire ces mesures, on va utiliser cet appareil-là que j'ai dernièrement acheté sur Internet. C'est un appareil 3 en 1. Il peut fonctionner comme multimètre, comme oscilloscope et enfin comme générateur de fonctions avec cette sortie ici. Ces deux entrées sont les entrées des canaux 1 et 2, canal 1 et canal 2. Voilà, on va commencer par mesurer la résistance grand R, c'est-à-dire la résistance de 10 kg. On peut voir le code des couleurs, marron, noir, c'est-à-dire 10, et orange, 10 puissance 3. Donc 10 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 10 kilo ohm. On allume notre oscilloscope. On est sur le mode multimètre avec les mesures de tension continue. On doit passer aux mesures de résistance en appuyant sur cette touche-là. On remarque ici que le symbole ohm a été activé. Je place ma résistance. Le multimètre donne alors la valeur 9,88 kΩ. 9,88 kΩ.
Pour la résistance R1 de 22 kΩ, je vais utiliser celle-ci. On le voit sur les codes de couleur. Donc on a deux traits rouges, c'est-à-dire 2, 2, et un trait orange 3, c'est-à-dire 10 puissance 3. Donc 22 10 puissance 3, c'est-à-dire 22 kg. Je place ma résistance R1 et on attend la mesure, c'est 22,1 kΩ. 22,1 kΩ. Pour la résistance R2 de 2,2 kg, je vais utiliser cette petite résistance. Là, on a trois traits rouges. Donc 2, 2, 10 puissance 2, ça veut dire 2,2 kΩ. On attend la mesure, c'est donc 2,18. kΩ. Je me suis trompé, je l'ai écrit à la place de la capacité. Donc là, c'est R2. Et là, ça va être le C. Alors pour le C, je vais utiliser ce condensateur. C'est écrit dessus 10 nano. Mais je dois passer là au côté, capacité. Voilà. Donc c'est 10,6 à peu près. Avec trois chiffres significatifs nanofarad. On passe maintenant à la bobine. Voici la bobine que je vais utiliser comme inductance. C'est un transformateur que j'ai récupéré sur une alimentation. Donc là, c'est le circuit primaire par lequel rentre 220 volts. Et là, c'est le circuit secondaire. Il y a plusieurs sorties pour avoir plusieurs tensions en sortie. Pour mesurer la résistance de cette bobine, je dois revenir au côté résistance. Je place les deux bornes. On va lire la valeur. C'est 29,4 ohms. 29,4 ohms. Pour la mesure de l'inductance de cette bobine, on ne peut pas le faire avec notre multimètre. Je vais vous faire une vidéo à part pour vous montrer comment mesurer l'inductance d'une bobine. Pour celle-ci, j'ai mesuré 1,12 only. Pour l'alimentation que j'ai noté VC+, et VC- avec laquelle on va alimenter notre amplificateur opérationnel, je vais utiliser une alimentation de PC sur cette plaque. On peut voir qu'il y a plusieurs sorties. On va utiliser plus 12 volts et moins 12 volts. Pour plus 12, c'est la couleur yellow, c'est-à-dire jaune. Et pour moins 12 volts, c'est la couleur bleue. Voici donc les bornes qu'on va utiliser pour l'alimentation. Cette borne pour plus 12 et cette borne pour moins 12 et cette borne noire pour la masse. Pour la mettre en marche, on doit fermer cet interrupteur-là. On va utiliser notre multimètre pour mesurer ces tensions. Il est donc déjà sur la position voltmètre continue. Je dois mettre cette borne noire sur la masse et cette borne pour mesurer plus 12 volts. On voit, on le marque ici, 11,9 volts. Pour la borne bleue, c'est-à-dire moins 12 volts, on mesure moins 10,5. Donc c'est pas moins 12, c'est moins 10,5 à peu près. Malheureusement, l'alimentation n'est pas symétrique. Donc là, c'est 11,9. Et VC-, c'est moins 10,5 à peu près. Enfin, pour la résistance variable R0, on va utiliser un potentiomètre que voici, sur lequel c'est écrit 10 kg. Il présente trois pattes. Les deux pattes extrêmes, ce sont ces deux pattes-là. Cette patte-là qui est reliée au curseur qu'on peut faire bouger en tournant ce bouton. Ce potentiomètre, je vais l'utiliser comme résistance variable entre cette patte et celle-ci. On peut vérifier ceci en utilisant notre multimètre. Je branche ces deux pattes. Voilà. Et je passe en mode en mètre. À la position extrême, on a 0, à peu près 0 kg. Donc lorsque je fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, la valeur de la résistance augmente, comme on le remarque.
jusqu'à la position extrême, celle-ci, qui donne 9,55 kΩ. C'est le maximum qu'on peut obtenir. On passe maintenant au câblage de notre montage oscillateur à résistance négative. Voici tous les composants nécessaires. On commence par placer notre amplificateur opérationnel. On doit le placer comme ceci. Voilà. Il y a ici un petit repère qu'on utilise pour repérer la numérotation des pattes. Donc là, à côté du repère, en bas, c'est la patte numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je commence par brancher l'alimentation. Pour plus 15, c'est la patte numéro 7, donc c'est celle-ci. Plus 15, c'est-à-dire plus 12 volts. Donc c'est le fil qui est relié à la patte jaune, plus 12 volts. Voilà. Pour moins 15 volts, c'est la patte numéro 4. Je place le fil sur cette ligne-là et j'utilise cette fiche-là qui mène à la fiche bleue, l'alimentation moins 12 volts, mais qui correspond en réalité à moins 10,5 volts. Enfin, j'utilise cette troisième fiche pour la masse. Donc j'utilise toute cette ligne-là pour la masse. Voilà. Et je mets le fil noir qui est relié à la masse. Je le mets ici. Voilà, donc ça, c'est pour l'alimentation de notre amplificateur opérationnel. Maintenant, je vais placer les autres composants. Je commence par la résistance R de 10 kg. Donc, je dois mettre la résistance, par exemple, comme ça. Et j'utilise ce petit fil pour relier cette sortie-là de la résistance vers la patte numéro 2. Donc, je mets sur la même ligne et je la connecte avec la patte numéro 2. Pour le condensateur, voilà, donc je le mets sur la même ligne que la résistance. Voilà, et je l'insère sur l'autre côté en bas. Et maintenant, je mets la bobine. Une patte avec le condensateur, donc dans la même ligne. Voilà. Et l'autre patte à la masse. Voilà. Je la mets sur n'importe quel trou de cette ligne horizontale. Voilà. Donc de ce côté, ça c'est fini. Je vais maintenant mettre les trois résistances R1, R2 et R0. Pour R1, c'est 22 kg. Donc c'est cette résistance-là qui est reliée entre la même patte numéro 2, notre inverseuse, et la sortie numéro 6. Donc je mets une patte là, sur la même ligne que la patte numéro 2, et l'autre patte sur la ligne qui correspond à la patte numéro 6. Pour la résistance R2, une patte sur la sortie, c'est-à-dire sur la même ligne de sortie, 6. Et l'autre patte, c'est la patte numéro 3, qui correspond à l'entrée non inverseuse plus. Voilà. Il faut qu'il n'y ait pas de contact entre les pattes de résistance, surtout de ce côté-là, qui ne sont pas sur la même ligne. Et enfin, le potentiomètre, ces deux pattes-là, l'une à la patte numéro 3, notre non inverseuse, et l'autre à la masse. Donc, je dois la mettre comme ceci. Voilà, donc notre montage est bien réalisé. Je mets cette résistance sur le 0. Et maintenant, on va utiliser notre oscilloscope. Voici notre oscilloscope que je mets en marche. Je dois passer en mode oscilloscope. Voilà, donc il y a une ligne horizontale. Je n'ai pas encore mis en marche l'alimentation, que je vais mettre maintenant en marche. Ça, c'est la sonde de notre oscilloscope. Je place la sonde avec la patte numéro 6. Comme ça, je vais voir ce qui se passe sur la sortie de l'amplificateur opérationnel. Je vous rappelle que les oscillations sont obtenues si la résistance R est inférieure à Rn, la résistance négative, qui est égale à R1 sur R2 fois R0. Ici, donc, ça va être, c'est-à-dire 22,1 sur 2,18 multiplié par R0, qui est égal à peu près 10,14 fois R0. Donc si R0 est supérieur à R sur 10,14,
c'est-à-dire 0,974. Je vais faire tourner le bouton pour faire augmenter la résistance, doucement. Et voilà, donc on obtient les oscillations sinusoïdales. Pour mesurer la fréquence, c'est écrit ici, c'est 1,48. 1,48 kHz. Mais si j'augmente la résistance un peu plus, le signal se déforme et on n'a plus d'oscillation sinusoïdale. Donc je reviens à la première valeur qui donne les oscillations sinusoïdales et je vais mesurer la résistance obtenue. Donc j'arrête l'alimentation et je retire ce potentiomètre et je vais mesurer la résistance en passant en mode multimètre. Sans toucher bien sûr au bouton, je passe en mode en mètre. Je mesure ici 1,16 kΩ. 1,16 kΩ. La condition ici, c'est lorsque R0 est supérieur à 0,974 kg. Donc R0 est bien supérieur, mais on est un peu loin. C'est peut-être parce que ce potentiomètre est très sensible. Lorsque je fais tourner un tout petit peu, la résistance augmente beaucoup, parce qu'au total, c'est 10 kΩ. Normalement, je devrais avoir un potentiomètre de 2 kg par exemple. On va maintenant comparer la valeur de la fréquence obtenue expérimentalement avec la valeur théorique qui est égale à 1 sur 2 pi racine de LC. C'est-à-dire 1 sur 2 pi. Pour L, c'est 1,12. Et pour C, c'est ce qu'on a mesuré, 10,6 nanofarad. C'est-à-dire 10,6, 10 puissance moins 9. On peut mettre 1,06, 10 puissance moins 8. Comme ça, la racine de 10 puissance moins 8, c'est 10 moins 4. Que je vais monter en haut, qui va donner 10 puissance 4. Donc là, c'est 10 puissance 4 sur 2 pi racine de 1,12 fois 1,06. On obtient donc 1,42 kHz. Il y a donc un bon accord entre la valeur mesurée expérimentalement et la valeur théorique.